Alors bonjour Cécile. Bonjour Diane. Je suis contente de te retrouver aux Rencontres citoyennes de Vierzon. Je suis très contente d'être là et de te voir aussi. Alors est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il y a encore des gens qui ne te connaissaient pas, et puis nous dire d'où tu viens, géographiquement parlant, pour repérer tous ces gens qui sont venus. Ah oui, donc je suis Cécile du Doc Toton, en général on me connaît comme ça, c'est presque mon deuxième nom de famille, hein, et qui est devenu maintenant Dozumani d'ailleurs, puisqu'on a été attaqué et qu'on ne peut plus utiliser le nom Doc Toton, donc je ne l'utilise plus, Doc Toton, j'utilise Dozumani maintenant. Et alors je viens du Tarn, donc j'ai fait 5h30 de voiture pour être là, seule en plus, c'était pas très sympa. J'aurais bien aimé être avec quelqu'un, mais j'ai pas trouvé quelqu'un pour covoiturer. Alors donc voilà. Voilà, mais je suis très contente d'être là. Sacré engagement. Ah bah oui, oui. Enfin, ça me semble tellement évident qu'il faut être là. C'est la deuxième rencontre citoyenne de Vierzon, que bien sûr. Ouais. Et tu as fait une intervention? Oui, 2 fois. Donc une en fin de matinée, une début d'après-midi, dans 2 salles différentes, pour présenter une action qu'on met en place. Et c'est une action de parrainage des victimes des injections coco par des personnes publiques. Et mon but est de démultiplier la parole, décupler la parole des victimes qui s'épuisent à faire des actions. Et j'ai pensé que si des personnes qui ont accès à du public pouvaient parler d'elle en disant ma filleule, mon filleul, ça pourrait avoir un impact énorme. Et donc, comme a fait Chaka Ponk avec... tout à fait, c'est ça. Sauf que là, elle a fait Chaka Ponk, c'est avec une association, mais ici, c'est avec une personne. Donc, d'accord, une personne qui a accès à du public, marraine ou parraine un filleul ou une filleule. Ok, ça c'était ta première intervention, et la deuxième? Ouais, c'était pareil, c'était pour expliquer voilà, dans les 2 salles. Et alors, j'ai appelé 17 personnes pour proposer, donc des personnes qui ont accès à un public, et 15 ont dit oui. Donc il y a quand même une très très belle réaction des personnes publiques. Et puis il y a aussi une belle réaction de la part des victimes. Parce que ça engage la personne qui est publique, ça l'engage, hein, en quelque sorte, c'est pas toujours... Ça l'engage à en parler. Ça l'engage à faire connaissance avec sa filleule ou son filleul, à se tenir informé de l'avancée, de sa santé, de son dossier, etc. Toutes ses actions. Donc ça peut être une victime ou un parent de victime. Et à en parler, évidemment. Voilà. Et pas dans le but de faire des vues, par exemple, mais bien pour parler des victimes et faire savoir que ça existe. Voilà. Ok. Ouais. Donc, on va passer par les 3 petites questions que j'avais faites. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous... Alors, je t'ai déjà posé la question parce que ça fait vraiment beaucoup de fois qu'on se rencontre. Mais qu'est-ce qui t'a personnellement amené à t'engager dans ce combat? Mais ça a commencé... très très vite. Hein. Ça a commencé dans les manifs déjà, avec les confinements. Puis j'ai créé un groupe de soutien. Les gens venaient chez moi pendant le confinement. On a fait des soirées, tout ça. C'était un soutien surtout aux personnes qui étaient seules et qui vivaient mal ce confinement. Donc là, on s'est retrouvés parfois à 40 à la maison. Et puis après, il y a eu les manifs. Et puis à un moment, on s'est dit... Enfin moi vraiment le coup des suspendus, ça a été encore aujourd'hui, hein, ça n'est pas supportable, ça n'est pas possible, et ça n'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui s'en moquent comme de leur première culotte, quoi. Je veux dire, ça n'est pas possible de ne pas faire attention à ça. Donc il y a eu ça, et puis après j'ai vu, étant donné que je commence à faire des émissions, etc., mais je me suis rendu compte que les effets indésirables qui avaient été annoncés dans le Doc Toton de fin 2021 apparaissaient, et pas qu'un peu. Et donc en avril 2022, j'ai fait un Doc Toton de 24 heures aussi sur les effets indésirables, qui a été très peu vu puisqu'on a été très, très censuré. Et puis après, j'ai reparlé des suspendus pendant 30 heures avec le Dozumani. Puis je fais des émissions, mais j'entends tout le temps, en fait. Les gens souffrent, sont malades, et ne sont pas entendus les médecins, ne sont entendus nulle part, en fait. Et ils prêchent dans le désert. Et bon, moi, j'ai quand même une valeur, je pense, qui est commune peut-être à nous tous ici, mais c'est la justice. Justice, pas l'institution justice, hein, c'est la valeur justice. Et bon, tout ce qui se passe est tellement injuste, je ne veux pas faire mon Calimero, mais c'est incroyable de voir des gens dans une telle souffrance. Donc, je ne sais pas si tu l'as entendu ce matin, mais le papa de Mélanie Maupas, Alain, a expliqué donc, que sa fille qui a la maladie de Charcot et qui est en train de mourir, hein, pour être clair, hein, a reçu un traitement pendant un temps là, par la neurologue qu'elle voyait à Montpellier. Et ce traitement avait un bon effet sur elle. Il y avait une amélioration de son état de santé. Mais c'était un traitement expérimental. Et ce traitement, on a vu apparaître 1 ou 2 effets secondaires sur 1 ou 2 personnes. Du coup, ils l'ont arrêté. Donc, elle ne l'a plus.
Mais par contre, des centaines de milliers de personnes qui ont des effets indésirables avec l'injection, ça bouge pas, non, c'est normal. Ouais. Donc pour moi, ça démontre quand même, rien que cette expérience-là démontre qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Hein. Et alors ce qui m'est insupportable, c'est la passivité, l'acceptation de tout ça par la masse. Ça, je comprends pas en fait. Comment c'est possible. Je comprends toujours pas en fait. Ah non, je des années qu'on se pose la question. Ouais, c'est incroyable. Alors bon, je suis en contact avec un pédopsychiatre qui est en train d'écrire un bouquin sur la folie collective de 2020 qui pour lui est toujours en cours, qui est toujours activé, qui reste activé. Il y a des gens aussi qui disent que la masse est toujours en dissociation. C'est possible aussi. Moi, je suis de formation psy, hein, donc je sais que c'est possible. La folie collective peut-être aussi. Il a probablement raison, ce médecin-là, ce pédopsychiatre. Mais il y a quelque chose à faire. Enfin, vraiment, on ne doit pas s'arrêter. C'est pas possible. On ne peut pas tourner la page. J'ai entendu quelqu'un récemment, pourtant de nos rangs, qui a dit oui, mais maintenant le Covid c'est fini, il faut passer à autre chose. Mais non. En tout cas, pas pour tous ces gens qui souffrent là, qu'on a vu ici, qu'on voit partout dans le monde. Et voilà, c'est fini. Oui, et puis de toute façon, quand bien même, il y a des leçons à tirer pour pas que ça se reproduise, quoi. Oui, j'espère bien, oui. Enfin bon. Ouais, c'est ça. Pour moi, tu sais, je vais te dire vraiment, plus je regarde, j'écoute les témoignages, j'observe, je lis, etc. Plus je me dis, tu sais, on dit toujours que le H1N1, ça a été un test pour aller plus loin. Et pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'en est encore un. Pour aller plus loin. C'est encore un test. Oui. Donc, pour que ça ne se reproduise pas, en fait, il faut vraiment qu'on se réveille. Et tous les gens qui regardent, je le dis à chaque fois maintenant, tous les gens qui regardent ces émissions, les interviews, etc., ça suffit pas de regarder. Il faut en parler. Et il faut que tout le monde se bouge. Parce que c'est gravissime ce qui arrive. Quand on aura l'argent numérique, que tous les outils de contrôle seront en place, on sera tous esclaves de ces malades mentaux. Et c'est aujourd'hui qu'il faut bouger pour que ça n'arrive pas. C'est dernière limite peut-être presque. Donc là vraiment, ça suffit pas de regarder. Et ça suffit même pas de partager. Il faut en parler. Oui, il faut s'engager, être actif et vraiment faire des choses. Oui, c'est juste. Sinon, on nous consomme, mais nous, on n'est pas du Coca-Cola ou du Nutella, quoi. Je veux dire, on n'est pas consommable. Donc, c'est bien de nous regarder tout ça, mais c'est pas le but de ce qu'on fait. Hein. C'est pas des vues. Moyens, nous sommes des humains. Et ouais, moi, je m'en tape des vues, en fait. Mais vraiment, les gens disent toujours, oui, mais Cécile, tu dois améliorer ta com et tout. Je m'en fous, en fait. Le truc, c'est pas les vues, je m'en fous. Le truc, c'est que ça bouge, en fait. C'est même inversement proportionnel, parce que certainement, dès qu'ils font beaucoup de vues, sont pas forcément très engagés. C'est ça, on est d'accord, on voit la même chose. Alors, du coup, je te pose des questions, qu'est-ce que tu penses de ces rencontres citoyennes? Elles sont nécessaires? Oui, évidemment, c'est majeur. Qu'est-ce que ça apporte pour toi? D'abord, il y a un élément que je pense que, d'ailleurs, j'ai fait 2 événements qui vont dans ce sens-là. Enfin, j'en ai fait un qui est vraiment le mien et j'en ai organisé un pour d'autres personnes. Mais les rencontres, le présentiel, c'est majeur. Parce qu'à un moment, le lien, on ne doit pas le laisser se diliter, quoi. Et le lien existe entre nous, c'est une grande famille, comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est une grande famille, donc cette grande famille-là, on doit se retrouver par moment. Tu sais, comme les réunions de famille, en fait, c'est une grande réunion de famille, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ça nous montre qu'il y a des gens qui bougent, donc pour les gens qui viennent rarement, etc., ils voient, il y a 70 bénévoles, là, hein. À l'UER 2022, il y avait 70 bénévoles aussi. À la Rigolante 2023, 35 pour une journée, 35 bénévoles. Enfin, donc, ce sont des gens qui se bougent effectivement. Donc, ça donne l'exemple pour les autres. Et alors, pour les victimes, c'est une occasion de s'exprimer, d'être soutenues, de rencontrer des gens qui les soutiennent. Elle le disait tout à l'heure, plusieurs d'entre elles l'ont dit. On sent une bienveillance, on sent vraiment de l'amour en fait dans cette salle, c'est énorme, c'est énorme. Donc ça c'est vraiment important aussi pour elle. Les liens humains ça permet de tenir parce que. Et puis souvent il y a des projets qui naissent de ça. Hein. L'année passée, tu as vu, on a eu notre dose est née de ça, de Vierzon 2024. Donc c'est vrai que il y a des beaux projets qui naissent de ça. Oui, il y a beaucoup de petits bébés qui naissent et on voit que c'est très très positif. Mais oui, d'ailleurs l'année passée il y avait, je sais plus, je pense que c'était une trentaine d'associations, il y en a 50 cette année ici. Oui, il y avait. À la soirée d'hier, il y avait 4 fois plus de personnes que Oui, c'est ça. C'était très chouette. On est passé de 50 à 180, donc c'est énorme. D'accord. Bon, alors pour finir, si tu avais une baguette magique, que tu puisses faire tout ce que tu veux pour que ça change quelque chose dans le paradigme des années à venir, qu'est-ce que ce serait?
Ah ben, j'ai réfléchi parce que j'ai vu ta question là tout à l'heure, donc je cogite là-dessus. Je me dis, oh, il y a tant de choses à changer. Mais je pense que ce que je changerais, c'est que, tu sais, l'être humain, il pense qu'il est le plus malin de toute la chaîne animale, là, tu vois, végétale et tout et tout. Donc on est sûr qu'on est les plus intelligents. Mais si j'avais une baguette magique, je ferais que ce soit le cas. Et qu'on utilise notre cerveau pour préserver la nature, l'environnement, les animaux, les protéger, les plus faibles, les personnes malades, les personnes âgées, les enfants, et nous-mêmes, nous préserver, nous, en fait. Et donc oui, je sais ce que je ferais avec une baguette magique. Je ferais que cette croyance qu'on est les plus malins devienne une réalité et qu'on s'en serve. Parce que vraiment, je pense que là, c'est désespérant, en fait. C'est cette bêtise hallucinante, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je ferais. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Cécile, alors. T'as pas une baguette magique? Non. Bah, j'ai pas. C'était une hypothèse, mais non, la question, c'était pour essayer de peut-être d'éveiller ceux qui vont écouter, tu vois, ou de faire ressortir, en fait, le nœud du problème, quoi. Ouais. Mais en fait, il y a comme un interdit, en tout cas dans la masse, d'utiliser son cerveau depuis 2020. Ça a sûrement déjà commencé avant. Alors j'ai une croyance, et c'est un de mes combats, c'est lutter contre les protocoles. Donc moi j'ai une croyance sur le fait que les protocoles empêchent de réfléchir, et c'est fait exprès. Et le peuple français notamment a été très préparé à ça, parce qu'il y a longtemps qu'il y a des protocoles dans tout. Quand j'en parle, on me dit les protocoles de quoi? De tout, justement, c'est bien ça le problème. Tu avais très bien expliqué ça dans les conférences de mai 2023. Oui, c'est ça. Ta conférence, là, tu l'avais très bien expliqué, étayé. Ah oui, à Paris, avec elle était très bien. Très bien. C'est ça. Et on a un gros problème là-dessus. Quand vous commencez en tant que soignant ou travailleur social à vous dire non, mais moi, je m'occupe du dossier rouge. C'est le protocole. Et il y a quelqu'un qui est en train de crever parce que le dossier vert, elle a besoin d'un document dedans. Mais moi, je suis là, ma collègue n'est pas là. Mais moi, je m'occupe du rouge. Et je ne m'occuperai pas du vert parce que le protocole me dit de m'occuper du rouge. Et la personne crève, ben, tant pis, parce que le protocole l'a dit. Alors, on a un vrai problème. Quand on a été capable d'aller foutre du gel hydroalcoolique, comme j'en ai parlé en mai 2023, tu me dis si je dois m'arrêter, hein, parce que moi je peux parler longtemps, hein, beaucoup. Donc quand on a été capable de foutre du gel hydroalcoolique sur les mains des gamins, des mains crevassées, brûlées, déjà au 2e degré à cause de ça, et de continuer dans des écoles, du personnel qui est supposé s'occuper des enfants, quoi, à les foutre, continuer à en mettre parce que c'est le protocole qui l'a dit, on a un problème. On a un vrai problème. Oui, c'est que les humains deviennent des robots qui exécutent sans réfléchir. Oui, c'est sûr. Est-ce que ça vient de la sidération? Est-ce que ça vient de la peur? Est-ce que c'est assez terrible de mettre une croix sur toutes les valeurs d'empathie, d'humanité, d'intelligence, de cœur, simplement pour exécuter quelque chose? Oui, c'est fou. Hein. Quand on n'est pas là-dedans, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre. J'ai écouté Macha juste maintenant, elle racontait ce qui lui est arrivé au niveau médical. Oh, mais c'est dingue, des médecins qui l'ont laissé tomber pour voir si elle tombait vraiment, qui l'ont poussée. Et puis après, ils lui donnent des antidépresseurs, quoi, qu'elle tient plus sur ses jambes. Enfin, elle a perdu je ne sais pas combien de kilos, il n'y en a plus en fait, c'est une plume. Et il y a des médecins qui vont mettre ça en doute encore. Enfin, mais il est où leur cerveau? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le protocole et dans aussi la négation aussi, on en parlait avec une médecin où certainement ils culpabilisent ou ils veulent avoir la science infuse et quand ils savent pas, ils vous recalent, c'est psychologique et c'est terminé. Combien il y en a eu? Elodie de Mon Cycle l'a dit combien de fois ça? C'est monstrueux hein, quand on souffre et qu'en plus on se fait dire que c'est psychologique. Enfin, je veux dire, c'est presque une deuxième blessure. Bien sûr, bien sûr. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile.